le schéma suivant, parce qu'il faut aussi savoir que l'information mutuelle, qui est toujours positive, elle n'est nulle que si les variables aléatoires sont indépendantes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indépendance de deux variables aléatoires? Dans le cas général, c'est une notion qui fait appel aux distributions, au sens de la théorie des distributions, disons des probabilités, enfin des variables aléatoires considérées, mais comme là on est dans un cas fini, finalement l'indépendance de deux variables aléatoires s'exprime de façon très simple, c'est l'indépendance des événements élémentaires entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas des événements élémentaires dans oméga, mais des événements de la forme grand X égale petit x, grand Y égale petit y. C'est assez intuitif quand même. Oui, c'est tout à fait intuitif. Et donc, ça veut dire que les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes si et seulement si P indice petit x petit y est égal à Px fois Py pour tout couple xy de valeur possible. Alors si c'est le cas, c'est-à-dire si grand X et grand Y sont deux variables aléatoires indépendantes, qui est donc, je me permets de le souligner, un concept construit sur la notion différente d'indépendance entre deux événements d'un espace probabilisé. Vous avez le niveau des événements. Au niveau des événements, la notion de deux événements indépendants, c'est une espèce de notion d'orthogonalité qui s'exprime par le fait que la probabilité de A et B, enfin c'est-à-dire l'intersection des deux événements, est le produit de la probabilité de A fois la probabilité de B. Appuyé sur cette notion d'indépendance des événements, on définit la notion d'indépendance entre des variables aléatoires, qui dans le cas particulier de variables aléatoires construites sur un univers fini, prend la forme très simple que pour tout couple, petit x, petit y, P indice xy, ce que j'ai noté, P indice xy est égal au produit Px fois Py. Donc si les variables x et y sont indépendantes, ce quotient est égal à 1, son logarithme est égal à 0, et l'information mutuelle est égale à 0. C'est très intuitif que si x et y sont indépendants, il ne doit pas y avoir d'information mutuelle entre elles, quel que soit le sens qu'on veuille donner à cette notion d'information mutuelle. Et de la même façon, l'entropie de x sachant y, c'est l'entropie de x si x et y sont indépendantes. Et alors, ça conduit Leinster à faire ce merveilleux schéma qui nous permet, au niveau de la maternelle, de remonter même d'une année, peut-être, et qui est que si x et y sont indépendantes, eh bien, voilà la situation. Leur information mutuelle est nulle. Disons, ils n'ont rien de commun, quoi. Grand X et grand Y sont indépendantes, elles n'ont rien en commun, et voilà, l'entropie de X, c'est la même chose que l'entropie de X sachant Y. Savoir Y n'apporte rien de plus. Le vocabulaire est très bien fait. Donc, et ça, c'est bien, parce que ça suggère... le vocabulaire est bien choisi. De même, l'entropie de Y sachant X, on ne sait pas ce que veut dire Y sachant X à proprement parler, si vous me suivez, mais en tout cas, l'entropie de Y sachant X, c'est ni plus ni moins que l'entropie de Y, parce que Y est indépendant de X, l'information mutuelle est nulle, et l'entropie conjointe, c'est la somme, grâce au logarithme, c'est pour ça que tu parlais du logarithme tout à l'heure, mais l'entropie conjointe, c'est la somme de l'entropie de X et de l'entropie de Y, tout va très bien, sauf que je conteste tout à fait la validité de ce schéma. Enfin, pas complètement à vrai dire, parce que comme on ne sait pas dans quel espace ce schéma est tracé, ce qui est sûr, c'est pas du tout le type d'espace dans lequel on représente des événements. Je vous ai dit, l'indépendance de deux événements, c'est une notion d'orthogonalité. Là, l'indépendance non pas de deux événements, mais de deux variables aléatoires, s'exprime par une disjonction. On n'est pas du tout au même niveau. C'est peut-être presque dual par rapport aux événements, puisque les variables aléatoires sont des applications ou des fonctions définies sur les univers. Bon. Alors, comme on ne sait pas dans quel espace vraiment c'est tracé, peut-être que ce diagramme n'est pas complètement faux, après tout. Ce que je veux dire, quand vous avez deux ronds de ficelle, peut-être qu'en tournant un peu dans l'espace, à un moment, ces deux ronds de ficelle
vous allez les voir apparaître comme ça, c'est possible. Hein. Et puis simplement, il y en a un qui passe au-dessus de l'autre, c'est un entrelac à deux composantes, mais elles ne sont pas attachées. Hein. Et d'ailleurs, vous savez, enfin, ou pas, ceux qui me suivent savent que parmi les entrelacs de rondes ficelles, il y en a un qui m'intéresse pas mal, hein, c'est l'entrelac borroméen. Bon. Alors, l'entrelac borroméen, c'est-à-dire 3 rondes ficelles qui sont attachées de telle sorte que 2 à 2, ils sont libres, mais que globalement, ils sont attachés. Pour tous les entrelacs, en tout cas finis, il y a une notion qui est, que j'avais introduite il y a pas mal de temps, qui est la structure connective de l'entrelac. Intuitivement, parce que ce n'est pas le sujet de l'exposé, la structure connective d'un entrelac, c'est la structure de séparation entre les composantes d'un entrelac dans R3 ou dans S3. Hein. C'est-à-dire que lorsque... non, mais